Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir la conjoncture, voilà, à début juillet 2024. Donc c'est grâce aux réponses de 8500 dirigeants d'entreprise. Donc c'est des chiffres qui sont complètement officiels. Ça vient de sortir aujourd'hui le 10 juillet 2024. Et à vrai dire, pour avoir bien entendu un peu étudié les choses avant, je dirais que quand je regarde les statistiques des INSEE, Banque de France et tout ça, j'ai l'impression de lire une rubrique nécrologique tellement les nouvelles sont mauvaises. J'ai appelé le site Crise 2024, j'aurais dû l'appeler Aujourd'hui ça va mal, mais demain ça sera pire. Donc, conjoncture, industrie, services et bâtiments, juin 2024. Alors, j'ai ressorti en fait le PDF, je vérifie que vous arrivez bien à lire. Ça sera une session qui sera probablement assez longue parce qu'il y a 17 pages, il y a pas mal de choses et il y a pas mal de choses à dire. Il ne faut pas oublier que c'est des données collectées du 26 juin au 3 juillet. Donc, c'est euh, c'est à cheval en fait sur les législatives, hein, puisque les législatives ont eu lieu le 30 juin. Donc, elles ont eu lieu le 30 juin et à mon avis, ça impacte quand même sur un certain nombre de secteurs. Et puis, il y a eu les élections européennes, bien entendu. Donc voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Donc voilà, il y a énormément, il y a industrie, services marchands et bâtiments. C'est tout ce qui va mal en ce moment, mais bon. Alors, l'industrie. Donc l'industrie, opinion sur l'évolution de la production dans l'industrie. Donc voilà, on a le solde d'opinion et avec une tendance qui est maintenant en baisse, hein. Là, on a juin, voilà. Donc ici, c'était le début de l'année. Alors malgré tout, au début de l'année, bon, c'était un peu mieux, mais on n'arrivait pas à dépasser la moyenne depuis 2002. Et bah finalement, là, on redescend. Bon, il y a une prévision qui remonte un peu légèrement, mais voilà. Euh, Ici, c'est juin, et là, c'est le résultat de mai, en fait, donc qui a été bah, catastrophique, hein, on le voit bien. Donc, évolution de la production. Alors, il y a, ah si, il y a des, voilà, évolution des livraisons, voilà, évolution, alors, stock et carnet de commandes. Donc, la tendance des stocks, hein, la tendance des stocks, c'est particulièrement important, c'est ce qu'on voit ici. Eh bien, le problème, c'est que les stocks, ils sont à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie. Là, on a une moyenne à peu près, on va dire, à 3 peut-être, alors que ici, on se situe sur une moyenne à peu près à 7, on va dire 7. Donc, c'est pas bon en fait. Les stocks, le mieux pour l'industrie, c'est vraiment d'avoir bah, les stocks le plus bas possible. Et la tendance des carnets de commandes, bah, on voit l'étendue de la catastrophe. Là, on est à -5, hein, et -5, et voilà, dans le pic de la pandémie, là, en juin 2020, on était arrivé à peu près à 12. Mais 5, c'est quelque chose enfin, ça veut pas dire que ça se stabilise, hein. Ça veut dire que, en gros, chaque mois, vous ajoutez 5 vous retirez 5 plutôt dans les carnets de commandes, hein. Donc ça se cumule en fait. Et on voit bien le truc, hein. Ça, j'en avais déjà parlé, mais on voit bien, si vous voulez, la crise démarre début 2022, mais pour les entreprises, il y a clairement une coupure ici au début de l'année 2024, hein. Alors, bon, ça continue à tomber, mais ça reste au même niveau. Alors, évidemment, c'est la problématique des taux élevés. Mais pour les entreprises, on a clairement une vraie problématique depuis 6 mois, en fait. Et ça se voit beaucoup dans les trésoreries.
Donc là, mais là, on n'a pas de. Je sais pas si on. Ah si, il y a la trésorerie. Ah, bah, il y a la trésorerie. Donc ce qu'on peut voir, voilà, bah, voilà, ben, on voit 2023, donc la trésorerie, voilà, elle est à 1. Euh, décembre 2023, moins 1. Et là, mars 2024, moins 1. Euh, et puis, mai, moins 1. Juin, moins 1. Donc on voit bien hein, sur la trésorerie que on va vers une situation qui est de pire en pire. Mais ça, enfin ça, on a déjà eu l'occasion de le voir dans d'autres vidéos. C'est catastrophique. On le voit aussi à ce chiffre-là, taux d'utilisation des capacités de production. Si vous voulez, bah, en fait, qu'est-ce que c'est que le taux d'utilisation des capacités de production? C'est vous avez investi dans du matériel, hein, vous avez aussi des salariés que vous devez payer, et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Régulièrement, tous les mois, c'est de l'argent que vous devez dépenser. Alors, si vous payez des salariés, bah, c'est évident, hein, c'est le salaire que vous leur versez, et puis les charges sociales, évidemment, le double. Mais si vous avez un taux d'utilisation des capacités de production et que c'est du matériel, en fait, vous avez ce qu'on appelle un amortissement. Ça veut dire, en gros, la dépense, elle est répartie comme ça. Et donc, le fait ici d'avoir une baisse du taux d'utilisation, ça veut dire que, en fait, les entreprises, elles payent mais il y a moins de choses qui sont produites parce qu'il y a moins de demandes en fait, hein. Donc on voit bien qu'il y a un problème de demande. On est passé là en 74,3. euh, en tout cas depuis un an, on n'avait jamais atteint de tels niveaux. Donc on voit mai, mais on voit juin aussi, parce que certains disaient, oui, mais comprenez, c'est le mois de mai. Le mois de mai, il y a des ponts, il y a des trucs, voilà. Mais le mois de juin, il n'y a pas de pont, hein. Et le mois de juin, on voit bien que l'activité, elle est en dessous. Et puis de toute façon, j'imagine que ça, c'est des données corrigées des variations saisonnières. Voilà. euh, corriger des variations saisonnières et puis ça tient compte aussi des jours ouvrables. Donc, je veux dire, oui, là, clairement, ces chiffres-là, ces quatre chiffres-là, la trésorerie, les taux de production, ça montre qu'il y a un problème existant, il y a un problème grave depuis le début, en fait, depuis le début 2024. Ça fait 6 mois que les entreprises, elles ont vraiment un grave problème dans ce pays, en France. C'est marqué là, dans les chiffres. Alors ensuite, on va dire, oui, peut-être elles ont un trésor de guerre, elles ont de l'épargne, machin, tout ça. Bah oui, mais une entreprise, ce qui compte, c'est pas ce que vous avez en stock. Ce qui compte au niveau de l'argent, c'est la trésorerie qui circule. S'il n'y a rien qui rentre, eh ben, à un moment, la boîte coule. Donc, ça ne le fait pas, quoi. Stock de produits finis qui est en augmentation ici, bah, qui se maintient. Et les carnets de commandes, voilà, les carnets de commandes qui sont dans un état dramatique depuis. Bon, c'était pas terrible avant, mais on voit bien que ça s'empire vraiment beaucoup depuis le début 2024. C'est marqué là, c'est dans les chiffres, c'est clair. Je veux dire, on peut pas. Et d'ailleurs, les effectifs, je veux dire, les effectifs, on voit bien, les entreprises sont obligées de, voilà, c'est clair, hein, depuis début janvier, 6 mois. Ça fait 6 mois que c'est en train d'aller vers le sud, hein. Les commandes globales, pareil, hein. Il y a eu un mieux en février, mais sinon, donc il y a vraiment un très gros problème. Moi, si vous voulez, à cette aune-là, c'est pas compliqué. Je veux dire, quand vous avez des gens qui sont économistes, moi je suis pas économiste, hein, je suis pas sorti de l'école machin chose ou bidule truc, hein. Mais je veux dire, quand on voit que ça commence à piquer du nez comme ça, on comprend pourquoi il y a eu une dissolution. Il y en a qui veulent pas assumer leurs responsabilités sur ce point-là, quoi. C'est évident, c'est évident. Fabrication de denrées alimentaires et de boissons. Évolution de la production. Voilà.
On se situe sous la moyenne, mais bon, ça remonte, mais ça dépasse pas la moyenne quand même, hein. Production passée, voilà, la tendance. Dans une situation de crise, normalement, la bouffe et tout ça, c'est particulièrement important. D'ailleurs, je vais faire un petit parenthèse parce qu'on m'a reproché d'être trop pessimiste et de faciliter la diffusion de maladies en France, mais je suis désolé, mais euh, je pense que la situation qu'on connaît actuellement, c'est pas une situation qui est vraiment dramatique. Bien que je vous dise que c'est catastrophique depuis début 2024, oui, c'est catastrophique parce qu'on est dans une dynamique catastrophique. Mais si vous voulez, c'est comme quand vous tendez un élastique, si vous voulez. Quand vous tendez un élastique, euh, bon, vous pouvez le tendre, il y a un moment où ça devient très résistant. Vous pouvez encore le tendre un peu. Eh ben là, on est dans cette situation-là, où on peut encore tendre un peu le truc. Et puis à un moment donné, il y a une faille dans le tissu économique, vous continuez à tirer pareil, et ça claque, et il y a un truc qui lâche, et euh, là c'est la vraie crise. La vraie crise, ça peut être n'importe quoi. Vous avez une banque qui se casse la figure, une très grande entreprise qui se casse la figure. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, en ce moment, vous avez des tensions entre la Chine et Taïwan. Bon, on ne sait pas. Alors, peut-être c'est grave, peut-être c'est pas grave. Moi, je sais pas, j'ai pas étudié la situation, mais voilà. Mais si demain, par exemple, ça devait éclater là-bas, mais direct, dès le lendemain, c'est catastrophique au niveau économique pour nous en Occident. Il faut bien comprendre que tous les composants électroniques et d'ordinateurs sont tous fabriqués, ou la plupart, disons, sont fabriqués justement dans cette zone-là. Donc, si jamais il y avait la guerre, par exemple, hein, là-bas, voilà, il faut dire les choses comme elles sont, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que dans les jours qui suivent, c'est la panique parce que notre économie, notre quotidien, les ordinateurs sont partout. Ça veut dire que du jour au lendemain, votre ordinateur qui a un problème, vous ne pouvez plus le faire réparer. Votre portable, c'est pareil. Parce que les portables, bah, vous avez tout ce qui est fait en Chine, mais vous avez une grosse production en Corée, vous avez le Japon, vous avez Taïwan, vous avez des fabrications de composants électroniques aux Philippines, vous avez aussi des trucs au Vietnam. Donc, toute cette zone-là, en cas d'un problème géopolitique grave, eh ben, elle est impactée. Et c'est là où sont faits les composants électroniques mondiaux. Donc là, c'est la fête, quoi. Je veux dire, si jamais il y a un problème là-bas, déjà dans une situation où tout irait bien, ça serait une crise grave, bah alors là, enfin, c'est envoyer l'économie au tapis pour de très très longues années, hein. Parce que bah, je ne sais pas où ça en est de la réindustrialisation justement des composants électroniques en Europe. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant qu'on en soit là, mais vraiment, quoi. Je veux dire, vraiment. Donc, voilà, les denrées alimentaires. Donc, je disais, on me reprochait d'être pas optimiste. Donc, le truc, en fait, c'est que on est dans une période, si vous voulez, comme je l'ai dit, c'est la crise. Bon, je suis le premier à le dire. Je suis le premier à dire que les trésoreries s'assèchent, le chômage augmente, même si voilà, ça passe dans différents chiffres, etc. Je suis le premier à le dire. Mais moi, je vous dis, c'est pas encore une crise grave. En 2008, pendant la crise des subprimes, on n'a pas connu ce que c'est. Je sais pas s'il y a s'il y a un graphique de la crise des subprimes disponible dans tout ce tableau. Enfin, je veux dire qui remonte, non, il n'y a pas. Bon, dans la crise des subprimes, on voit bien que la crise des subprimes, j'avais fait d'autres vidéos, en fait, la crise des subprimes, on voit bien que on fait un pic vers le bas, c'est clair, mais ça dure même pas si longtemps que ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. Euh, mais avec l'hélicoptère monnaie de Ben Bernanke et tout ça, on a évité une crise extrêmement grave. Ah, regardez par exemple, allez voir le film, re-regardez, je ferai peut-être une critique sur ce film un de ces jours, ça s'appelle Margin Call. Margin Call, ça explique comment
une banque a, disons, revendu tous ces produits toxiques un peu à plein de monde. Et donc après, toutes les transactions étaient bloquées. Et ça a duré quelques semaines. Et donc, euh, ça aurait pu mettre, ça veut dire tout est bloqué. Donc ça veut dire il n'y a plus de prêts aux entreprises, euh, mais plus du tout, quoi. Il n'y a plus de prêts aux entreprises. Donc dans les mois qui suivaient, normalement, c'était la faillite de millions d'entreprises aux États-Unis et la mise à la porte de millions de chômeurs, dizaines de millions de chômeurs aux États-Unis, quoi. Ça aurait été aussi grave, probablement même plus grave que la crise de 1928. Et je veux dire, je rigole pas, c'est vrai. Mais Ben Bernanke, qui avait analysé la crise de 28, justement, il avait compris ce qu'il fallait faire. Donc, il a envoyé plein d'argent dans le système. Alors maintenant, ça pose un problème de long terme. Mais à l'époque, il a évité le retour, je sais pas, 50 ans en arrière, quoi. Mais vraiment. Et donc, ça, c'est vraiment, et si vous voulez, cette fois-ci, et cette fois-ci, il n'y aura peut-être pas les liquidités justement pour intervenir, parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises économiques, des crises financières, les gouvernements peuvent intervenir. Le problème, c'est qu'à l'époque, ben, les États n'étaient pas aussi endettés que maintenant. Il n'y avait pas autant de dettes dans le système. Alors que maintenant, euh, c'est pas sûr que s'il y avait une crise qui revenait comme les subprimes, et on n'en est peut-être pas très loin, les gouvernements puissent faire quelque chose. Donc à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut le prévoir. C'est pas dans 6 mois ou dans un an. Ce qu'il faut, c'est prévoir. Je veux dire, voilà, si vous pensez que vous risquez d'être au chômage, bah, à ce moment-là, vous apprenez à faire des... Regardez ce qui s'est fait en Grèce. La Grèce, c'est un très bon exemple pour ça. Regardez ce qui s'est fait en Grèce. Il y avait des gens qui étaient docteurs ou qui avaient avaient fait bac plus 10 ou je ne sais pas quoi. J'avais vu, le gars, il réparait des lampes, il récupérait des trucs électriques dans la rue, etc. Il faisait de la récupération et ça lui permettait de manger à la fin du mois. Donc, je veux dire, voilà, si vous êtes chef d'entreprise, peut-être il y a des choses, vous pouvez réfléchir. Il y a du service de temps de crise, par exemple, si vraiment ça se passait très mal, bah, avec votre entreprise, quel service vous pourriez fournir à des clients, peut-être moins cher, ou peut-être du service indispensable. Si vous êtes, par exemple, je sais pas, par exemple, des gens qui sont dans le contrôle aérien ou dans le contrôle des trains ou ce genre de choses-là, bon, bah, il y a gros à parier qu'ils ont quand même un poste assez pérenne parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Donc voilà, il y a tout ce truc qu'il faut réfléchir, c'est le et si. Alors maintenant, c'est possible de dire ça arrivera jamais, hein. Je veux dire, ça, c'est très possible, hein. C'est différentes façons d'envisager l'avenir. Alors, la bouffe. Donc, denrées alimentaires et boissons. Ok, donc ça, on a vu ça. Le tendance des stocks. Donc, tendance des stocks sur l'alimentaire, visiblement, ça monte. Donc, c'est vraiment pas une bonne situation. Et tendance des carnets de commandes, bah lui, bah, ça, là, on est à -10, en -11 peut-être ou 12. Donc, ça veut dire que, voilà, on dégrade tous les mois, quoi. Je veux dire, donc la tendance est vraiment très mauvaise aussi, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Elle est moins mauvaise, c'est vrai, depuis le début de l'année. Donc, mais bon, ça reste quand même négatif, hein, je veux dire, voilà, quoi. Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines. Donc ça, c'est typiquement tout ce qui est l'investissement pour les entreprises, voilà, pour les sociétés, hein, et puis bon, pour les particuliers aussi. Bon, bah, là, on voit que c'est quoi? La production, moyenne de long terme, et puis la tendance. Donc on voit que la production, bah, elle est plutôt en baisse. Euh, Donc ça, c'est 17%. Les produits informatiques, c'est un domaine qui se maintient. Donc l'informatique, ça fait partie des choses qui sont vitales.
Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut poser problème. Si vous avez un problème dans la zone Asie-Pacifique, euh, l'informatique, ça peut ne pas être un boulot si sûr que ça, en fait. Les stocks et les carnets de commandes, donc on voit que les stocks diminuent, donc c'est un peu, enfin diminuent, bon, faut être optimiste, voilà, se maintiennent, donc c'est, voilà, pas, c'est, ça peut aller, quoi. La tendance des carnets de commandes, bah, c'est toujours négatif, donc c'est toujours vraiment pas bon. Bah, c'est normal, hein, je veux dire, pareil, hein, on est passé sous la ligne du zéro là, début 2024. Donc là, les entreprises, elles ont leur pain noir là, en ce moment. On discute de je sais pas quoi à la télé. Heureusement que je la regarde pas. Produits informatiques, donc voilà, bon, bah, ça j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Bon, les stocks, il y a quand même pas mal de services, donc voilà. Euh, Seul problème, bah ouais, les carnets de commandes, mais oui, ça dans le secteur, les carnets de commandes sont pas super. Produits informatiques, donc c'est. Équipement électrique. Donc équipement électrique, pareil, hein. Même constat, hein, je veux dire, c'est une pente descendante. De toute façon, équipement électrique, là encore, c'est pas très important puisque c'est 4%, mais ça montre le déficit d'investissement, quoi. Je veux dire, bon, stock, ça diminue un peu, mais j'imagine que, ouais, enfin, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Tendance de carnet, bah, on voit que les tendances de carnet, elles sont toujours négatives, hein. Machine équipement, bah, toujours pareil. Donc ça, c'est intéressant hein, parce que ça montre vraiment où on en est. Je veux dire, la réindustrialisation, c'est une grosse fable. C'est juste une grosse fable. Ça n'existe pas en fait. Quand on regarde les chiffres, la production, elle est claire, hein. Je veux dire, voilà, elle va vers le sud, hein. Et c'est du négatif tous les mois depuis, et puis là, maintenant, voilà, la pandémie est passée. Maintenant, on est sur une autre thématique, hein. Et la thématique d'avant et celle d'après, c'est pas du tout la même chose, hein. Mais moi, sur cette histoire d'investissement, il faut bien comprendre un peu les enjeux quand même, parce que ça, c'est un truc dont on parle pas assez encore. Je veux dire, les enjeux de l'investissement. Mais euh, on a oublié, on parle pas plus beaucoup des délocalisations, mais c'est quand même un sujet. Je veux dire, quand les crises sont arrivées dans les années 70, puis après dans 90, etc., il y a eu des délocalisations. En fait, il y a eu des délocalisations. Tout ce qui est la métallurgie, ça a été construit ailleurs. Tout ce qui est les composants électroniques, tout ce qui est l'informatique, etc., ça a été tout le matériel, voilà, tout ce qu'on est en train de revoir là en ce moment, hein, tout ce qu'on a vu depuis le départ. En fait, il y a eu des délocalisations sur tout ça. Ça a été envoyé effectivement à droite à gauche dans les pays asiatiques, machin. Mais à l'époque, ça a permis de diminuer les coûts de production, justement parce qu'on faisait ces délocalisations. Et moi, le plus grand danger que je vois maintenant, c'est que, bon, bah, tout a été plus ou moins délocalisé, tout ce qui pouvait l'être de manière, on va dire, efficace, on va dire. Mais moi, le plus grand danger, ce que je vois, c'est la délocalisation massive de la production de services. Et là, c'est plus du tout la même histoire. Parce que la production de services, elle occupe quand même beaucoup de gens dans notre pays. Alors, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais ça fait quand même partie des postes les plus importants. Donc, si jamais parce que les entreprises sont comme ça, on voit la tête sous l'eau, hein, eh bien, sont obligées de délocaliser leur production de services, par exemple dans des pays avec lesquels on aurait signé des accords de libre-échange. Je pense à certains pays au sud de la Chine, par exemple. Eh ben, à ce moment-là, ça peut se révéler absolument dramatique. Il faut bien comprendre une chose, c'est que vous avez là-bas
enfin, en gros, vers l'Asie, vous avez à peu près, disons, l'Inde et la Chine, ça fait 3 milliards de personnes, plus, on va dire en gros 4 milliards. Donc, en gros, vous avez là-bas de quoi maintenir les prix bas de production pendant de très nombreuses années. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention que, à un moment donné, la solution pour les entreprises, ça ne soit pas de vivre ou, enfin, d'envoyer là-bas la production des services pour la faire baisser, pour éviter de faire faillite. Il y a un réel risque et il y a vraiment un très réel danger sur ça, parce que évidemment, non, disons que à court terme, ça leur permettrait de survivre, mais comme on est principalement producteur de services, ce qui se passerait, bah, c'est qu'au niveau de la consommation interne, etc., là, ça chuterait. Et ça serait vraiment, vraiment dramatique, même pour les entreprises qui ont délocalisé. Donc, je veux dire, la délocalisation des services, c'est un sujet avec l'intelligence artificielle. Le problème, alors l'intelligence artificielle ne risque pas de remplacer demain les gens, ça c'est des âneries. Mais par contre, elle peut de beaucoup faciliter la délocalisation de tout le savoir-faire qu'il y a dans les pays développés vers les pays en voie de développement. Et en l'occurrence, certains pays avec lesquels on veut signer des accords de libre-échange. Donc c'est une vraie... je veux dire, il faut faire très très attention à ça, quoi. Je veux dire, ça, on n'en parle nulle part. Je vois ça nulle part dans les journaux, tout ça. Et pourtant, c'est un sujet monstrueux. J'ai bossé en Chine à une époque, j'ai bossé en Asie, j'ai bossé avec différents pays asiatiques et je sais très bien de quoi, euh, de quoi cette zone-là est capable. Donc voilà. Ça va être long, mais je vous avais prévenu, hein. Je veux dire, ça va être long. C'est normal, il faut bien discuter quand même un peu dans les détails. Puis de toute façon, c'est pas en première page le truc magazine ou le truc quotidien que vous allez voir ça, parce que c'est déplorable, hein, mais bon. Matériel de transport, ok. Donc, matériel de transport, la France, évidemment, avec le TGV, hein, qui avait été lancé par Pompidou, De Gaulle, en tout cas, hein. Les autres ont fait que reprendre, de toute façon, ce que ces deux-là avaient fait. Ils sont bons qu'à ça, on va dire. Donc, en fait, le truc de transport, donc, on était les meilleurs au niveau du TGV, et puis on a été évidemment, alors, je ne veux pas dire copié, mais en tout cas, on a une concurrence maintenant énorme, en tout cas au moins potentielle de la part de la Chine qui en produit en voiture. Voilà. Évolution de la production. Bon, bah voilà, hein, c'est pas, ça coule, hein, voilà. Évolution de la production industrielle automobile, bah là c'est pareil. Donc si j'ai bien compris, on veut faire des voitures électriques. On va aller chercher dans le sous-sol là. On est arrivé à -10, c'est bon là. Quand on arrivera à -30, peut-être on va découvrir du lithium pour pouvoir mettre dans les batteries. Non, c'est pas sérieux, quoi. C'est tout sauf sérieux, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter faut regarder un peu les chiffres, quoi. Puis ils sont là, ils sont publics. Ils sont publics. Voilà, ça c'est l'industrie de l'automobile, le fleuron de l'industrie française. C'est honteux. Donc, alors, tendance stock, eh ben, elle se maintient. Bon, les gens n'achètent pas, hein. De toute façon, voilà, c'est tendance des carnets, eh ben, ça part vers le sud, comme au moment de la pandémie. Donc, on voit bien, il y a pas les chiffres jusqu'à la crise des subprimes. Mais bon, on sent bien que là, ça part vraiment vers le sud sur des choses aussi essentielles que l'industrie automobile, qui faisait vivre à une époque des bassins entiers de gens, quoi. Construction navale, aéronautique et ferroviaire. Bon, alors, bon, construction navale, aéronautique et ferroviaire. Alors, bon, tendance, bon, ça c'est plutôt très positif. Enfin, j'imagine que c'est aussi avec ce qui se passe à l'Est. Donc voilà. Là, on a tendance des stocks. Bah, c'est pas bon qui remonte.
tendance des carnets de commandes, bon, qui a augmenté. Normalement, voilà, c'était quand déjà euh, ça a augmenté visiblement à partir de 21. Ok. Hop, ouais, page 6. Oui. Autres produits industriels. Donc 54%, là c'est quand même très important. Évolution de la production. Donc là, on voit que l'évolution de la production, elle est en train de passer en tendance dans le négatif, hein. Alors, ok. Euh, Tendance des stocks, ça diminue quand même légèrement. C'est plutôt une bonne chose quand les stocks diminuent, mais la tendance des carnets, elle est toujours négative et elle s'accumule et ça, c'est pas bon du tout. Non, mais il y a pas de problème, hein. Je veux dire, ça, pour moi, donc je répète encore une fois, mais c'est pas grave. Ça me permet aussi de clarifier les choses dans mon esprit parce que le problème, c'est que comme on n'a pas d'informations mainstream sur le sujet, pourtant, c'est des chiffres qui sont publics, disponibles à tout le monde, hein. Euh, voilà, pour moi, donc la crise, elle commence visiblement là. Les taux d'intérêt montent et puis elle se poursuit. Et là, depuis 6 mois, on est vraiment dans une situation catastrophique. Je veux dire, il n'y a pas de, on ne voit pas dans la rue, ça ne fait pas les gros titres. Euh, les chiffres du chômage sont publiés depuis je ne sais pas combien de temps, très opportunément, une fois tous les 3 mois au lieu d'une fois par mois. Euh, Et il faut absolument que la comptabilité des chiffres du chômage soit faite beaucoup plus sérieusement par les gens qui font de l'économie et pas de la politique. Je veux dire, les chiffres du chômage, il faut les recalculer. Il faut les recalculer catégorie A, B, C, les chiffres, les gens qui sont dans le halo du chômage, les auto-entrepreneurs qui gagnent pas autant qu'ils devraient gagner. Tous ces gens-là doivent être remis dans les chiffres du chômage. C'est tout ça qui doit former, entre guillemets, le chômage. Alors, le chômage, il faut arrêter de calculer ça en fait comme un nombre de personnes au chômage. Parce que ça, c'est plus un truc psychologique. Ce qu'il faut, c'est combien d'heures chômer. Parce que ça, c'est vraiment important. Vous comprenez? Parce que si il y a une personne qui fait un mi-temps, c'est très simple à comprendre, hein, un mi-temps et une personne qui est au chômage à plein temps. Bah, il y en a un, on va dire, ah bah il y a un chômeur. Donc les statistiques, on va dire, voilà, il y a 1 million de chômeurs. Voilà. Mais en fait, non. S'il y a 1 million de personnes à mi-temps, eh ben, en fait, ça veut dire qu'il y a 500 000 équivalents personnes au chômage. Donc, les chiffres du chômage, à ce moment-là, c'est pas 1 million, c'est 1,5 million. Ça, c'est les vrais chiffres du chômage. Donc, euh, on- quand on fait la gestion de projet, on a la notion de jour homme. Bah, c'est un peu le même truc, vous comprenez? C'est combien de temps sont passés avec un salaire moindre, une production de richesse pour l'économie moindre, une production de richesse pour le social, je veux dire pour la sécurité sociale, pour le chômage, la retraite, etc., en moins. Donc c'est ça qu'il faut compter. Et c'est ça le résultat. Ça devrait être l'indice du chômage, en fait. Voilà, c'est l'indice du chômage qui devrait être calculé de cette manière-là, et pas le nombre de chômeurs. Et là, on verrait que les chiffres du chômage, ils sont beaucoup plus élevés et beaucoup plus en train de grimper que ce qu'on voit dans les statistiques du nombre de chômeurs qui a plus beaucoup de sens. Aujourd'hui, il y a tout un tas de façons de travailler, auto-entrepreneur, etc. Et ça rentre pas plus dans ces catégories-là. Donc, c'est un truc à refaire. Textile. Bon, textile, voilà. Bon, bah, c'est pas très surprenant. Bon, carnet de commandes, voilà, les stocks. J'imagine que c'est peut-être plus facile d'adapter les stocks dans la partie textile. Bois, papier, imprimerie. Bah, ça a dû imprimer pas mal pour les élections, non, même pas. Non, non. Carnet de commandes, c'est
toujours aussi dramatique. L'industrie chimique. L'industrie chimique, bon, ça c'est quelque chose d'assez indispensable, donc normalement, mais 8% de la valeur ajoutée. Voilà, la tendance, bon, c'est un peu supérieur à 10. On voit malgré tout, de toute façon, les carnets de commandes sont pas bons, hein, je veux dire, ils sont pas bons. L'industrie pharmaceutique. Nos amis de l'industrie pharmaceutique. Alors, euh, donc, ouais, bah, eux, ils sont sous la moyenne, hein. Euh, ok, alors là, on a les stocks. Les stocks voilà, sont importants et les tendances des carnets sont à la baisse. Et là, c'est en train de passer sous les zéros. Donc, l'industrie pharmaceutique, ça va pas. Ça va pas. Produit en caoutchouc, donc bon, c'est pareil, hein, je veux dire, voilà, c'est pareil, ça tombe de toute façon. La métallurgie, il y a un gros pic en mai. Euh, 12% de la valeur ajoutée, pareil. Les stocks diminuent quand même, mais les carnets de commandes, il n'y a rien à faire, hein. Ils baissent partout, hein, je veux dire, partout ça baisse. Autre industrie manufacturière, réparation, installation de machines incluses. Ok. Donc ça, c'est les investissements des entreprises qui sont aussi en baisse, hein. Je veux dire, c'est pas sous le zéro, mais c'est pas cool quand même. Les services marchands, bon, bah, ça baisse aussi, hein, je veux dire. Les services marchands, donc la trésorerie, là, on voit du positif quand même. Les effectifs, là pour le coup, c'est pas super positif. Bon, enfin bon. Les prix en baisse. Alors les prix en baisse, hein, c'est à double tranchant, hein. L'inflation baisse, mais est-ce que c'est parce que les gens ils ont plus d'argent pour acheter? La demande globale, bon bah c'est clair, c'est parce que les gens ils ont plus d'argent pour acheter. Voilà, c'est marqué là. L'activité, c'est pas super non plus. Faut pas, voilà. Mais juin, pareil, hein. Mais ça tombe. Je veux dire, c'est pas l'histoire de mai, il y avait des jours fériés ou je sais pas quoi, ça tombe. Je veux dire. Évolution des prix et des effectifs. Tendance effectif, voilà, ça baisse. Donc à un moment donné, bah, ça veut dire du chômage, hein. Tendance prix, ça baisse aussi. Donc tout baisse. Transport, réparation automobile, ah oui, ils ont tout mélangé. Alors, l'ensemble, on s'en fiche un peu, hein, je veux dire. Hébergement et restauration. Donc, ça se maintient un peu au-dessous de entre 0 et 10 au niveau de l'activité. Évolution des effectifs et des prix. Voilà, il y a un tout petit rebond ici des prix et des effectifs. C'est pas plus mal un petit rebond des prix parce que ça veut dire quand même qu'il y a de la demande. Alors, est-ce que c'est l'effet JO, tout ça, ou c'est l'approche de l'été? Euh, si on regarde juin, voilà, juin, juin, en fait, ouais, voilà, pratiquement. Non, mais là, c'est la pandémie, donc c'est un peu space. Euh, ouais, donc, en fait, c'est l'époque où il y a un pic généralement. Donc, c'est le mois de mai, finalement. Non, pas là, mais là. Voilà. C'est le mois de mai. Mais là, le pic, il n'est pas aussi élevé qu'il le fut ici ou là, hein. Donc, voilà. Transport et entreposage. Ça s'était bien comporté, mais finalement, ça commence à tomber aussi en tendance, hein. Voilà. Tendance prix, tendance effectif, voilà, ça. Réparation automobile. Normalement, c'est le truc qui devrait bien marcher, ça, en situation de crise. Donc, tendance, bah, elle augmente. C'est normal, peut-être les gens, en fait, font plus réparer qu'ils changent leur automobile, hein. Les prix, bon, ils ont connu une hausse, mais ils se maintiennent quand même par rapport à leur situation d'avant la pandémie. La tendance effective, bon, elle se maintient, voire elle augmente un peu.
Mais c'est normal. Tout ce qui est réparation, donc déjà, vous voyez, il y a des solutions en cas de crise. Il y a même des solutions en cas de crise très très grave. Je veux dire, à partir du moment où vous avez des millions de chômeurs, voilà, dizaines de millions en fait, il y a quand même, et que les gens ont vraiment arrivent plus à trouver du tout de travail, ni d'argent, ni quoi que ce soit, ou ce qui s'est passé comme en Grèce et tout, il y a toujours des choses à faire. Et en particulier, les réparations, c'est un domaine. Si vous avez un savoir-faire dans un domaine, ben, vous pouvez, disons, le rendre plus pointu dans le domaine de la réparation du domaine. Je sais pas, vous êtes, par exemple, sur les portables. Vous connaissez un peu les portables, bah, ou en électronique et tout, vous essayez de vous constituer un petit stock de vieux portables récupérés à la casse, tout ça pour quelques centimes d'euros maintenant. Et puis le jour où il y a la crise, eh bien, vous pourrez utiliser vos portables pour pouvoir les vendre, pour pouvoir faire des petites réparations, tout ça pour gagner quelques euros et puis pour pouvoir manger, quoi. Comme ça s'est passé en Grèce, hein, je veux dire, je ne noircis pas le tableau, hein. Euh, ok, donc les trésoreries, donc hébergement -11, donc là c'est vraiment une. Donc là, voilà, on lit en fait quand même la catastrophe là, hein. Je veux dire, trésorerie -11, transport, entreposage, tout part vers le bas. Et la trésorerie pour les entreprises, c'est vital, hein. C'est pour ça qu'il y a un problème depuis début 2024. C'est parce qu'on voit nettement dans le solde d'opinion sur les trésoreries que c'est à partir de début 2024. Donc la crise, elle est installée, mais voilà, ça commence un peu à se précipiter. Activités spécialisées, scientifiques et techniques et services administratifs. Donc là, on est dans les services marchands. Euh, bon, on voit la tendance de l'activité est quand même pas super. Au niveau de la tendance des prix, bon, on voit qu'il y a une hausse, mais bon, finalement, c'est redescendu. Et les effectifs se maintiennent à 5, alors qu'avant, voilà, on était à 7,5 en période pré-pandémique. Bon, il y avait eu un problème hein, au niveau de la dette américaine en 2018, donc effectivement, ça a pu descendre un peu et jusqu'à fin 2019 ici. Donc on est retrouvé à peu près sur le même niveau sur le même niveau d'effectifs. Donc ça, c'est le solde d'opinion sur les effectifs, hein. Ça veut dire on est plutôt positif sur les effectifs dans ces domaines-là. Euh, Conseil de gestion et d'activité juridique et comptable. Voilà. Donc l'activité baisse, les prix baissent, mais la tendance effective monte. Conseil de gestion et activité juridique et comptable. Alors, pour quelles raisons, dans ces conditions, ça monte les effectifs? Honnêtement, j'ai pas la réponse à tout, donc je peux pas vous répondre. Je saurais pas quoi vous dire. Pour quelles raisons ça monte? Mais c'est clair il y a du mieux dans ce secteur. Mais pourquoi, je ne sais pas. Donc, ok. Activité d'architecture, ingénierie, contrôle, analyse technique, 9%. Donc voilà, ça a monté, ça redescend. Euh, Tendance prix, bah, on voit que ça baisse. Les effectifs, ça baisse drastiquement aussi depuis début 2024. Oui, parce que tout ce qui est activité, tout ce qui est ça et puis celui d'avant aussi, hein, euh, ouais, en fait, ça comprend tout, en fait, 52. Donc, en fait, tout ça, en fait, ce sont du service. Même ça, publicité, études de marché, tout ça, c'est tout du service. Donc, c'est des entreprises qui arrivent assez rapidement, en fait, à se retourner. Alors, ok, mais bon, voilà, hein, ça, 9%. Ici, publicité, études de marché. Alors, c'est pas un gros marché, mais c'est quand même un marché qui est intéressant pour avoir une température de l'activité.
on voit que c'est dans la moyenne, on voit que c'est revenu à peu près dans la moyenne, qu'au niveau des prix, bon, bah, ça fluctue pas mal, mais c'est pas une bonne chose que ça passe sous les zéros. Ça veut dire que leurs clients, bah, ils ont plus beaucoup de trésorerie pour leur accorder des commandes. Tendance effective, on voit que ça stagne, ça a baissé et ça stagne. Donc, il y a eu moins d'effectifs et ils ne cherchent pas trop à réembaucher pour l'instant. C'est global, hein, je veux dire. Ça veut dire, évidemment, il y a des entreprises en fait qui vont embaucher et il y en a d'autres qui vont débaucher, mais la moyenne, voilà, ça donne ce résultat-là. C'est ça que ça veut dire, hein, solde d'opinion. C'est des prévisions. Activités administratives et de soutien. Bon, ça, je sais pas. Voilà. Dont activité des agences de travail temporaires. Voilà, ça, c'est un chiffre ultra important. Ultra important, les agences de travail temporaires. Pourquoi c'est un ultra important? Eh bien, tout simplement parce que ça permet de déterminer l'avenir du marché du travail, si vous voulez. Généralement, vous arrivez à voir, en fonction de l'évolution de l'intérim, euh, une vision sur qu'est-ce que va être l'emploi. Donc généralement, quand ça commence à baisser du côté du travail temporaire, c'est qu'il va y avoir un problème sur l'emploi. Ça, c'est normal, hein. Les entreprises qui veulent débaucher, elles commencent par se séparer du personnel où c'est le plus facile à leur donner congé. Et c'est les intérimaires, c'est les auto-entrepreneurs, les freelances, etc. Tout ce qui est contractuel. Donc ça commence par ça. Et une fois, quand bah, ils ont récupéré toute la trésorerie liée à ça, et bien à ce moment-là, ça leur est très difficile après de licencier les autres personnes. Donc ils vont attendre un peu, et puis finalement, quand ils vont plus pouvoir faire autrement, ben, voilà, ça va être les plans sociaux, faillite, etc. Donc voilà, on voit l'activité là, hein. On voit il y a eu un grand regain d'activité après la pandémie, hein. Et puis depuis, bah voilà, c'est tombé sous la moyenne. Ça a commencé voilà, en début 2022, hein. Ça tombe sous la moyenne. Voilà. Là, c'est dans le négatif. Ici, on flirte avec le zéro et bon, ça se porte pas super, hein. Donc là, ça, c'est un marqueur du fait que bah, le chômage peut pas, vous pouvez pas avoir des bons chiffres du chômage avec un intérim comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on remarque? Tendance prix, bon, en augmentation, bon, et tendance effectif, par contre, on voit clairement en diminution, quoi. Je veux dire, voilà, on fait une corrélation entre ces chiffres-là, hein. Fin début juin 2023, début juin 2023, on voit bien que ça correspond ici hein, à l'activité qui, euh, qui reflue et les effectifs qui tombent. Enfin, je veux dire, c'est le solde d'opinion, c'est pas les effectifs, c'est ce que pensent les entreprises. Mais on a vu au départ que c'est sur 8500. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas des chiffres en l'air, c'est l'économie réelle au mois le mois, hein. Donc, c'est vraiment pas des chiffres en l'air, c'est une photo de l'économie qui se déroule sous vos yeux. C'est assez fantastique. On voit jamais ça à la télé. Pourtant, on devrait le faire. Donc la trésorerie, il n'y a pas beaucoup de négatifs, sauf la publicité, l'étude de marché. Donc c'est un des plus mauvais postes, on va dire, avec l'intérim. L'intérim, on voit, hein, effectif. La trésorerie, bon, la trésorerie, ça reste encore. Mais disons que, si vous voulez, la, la trésorerie des. En fait, c'est pas pareil. C'est-à-dire que la publicité, le marché, vous avez la publicité dans les agences de pub et d'études de marché, vous avez des salariés. Donc voilà. Et donc vous avez la trésorerie qui descend et les effectifs qui descendent. Dans les agences d'intérim, c'est pas pareil. Le personnel, généralement, il n'est pas embauché. Ce n'est pas des salariés qui vont chez les clients. Ce sont des intérimaires, donc des gens qui sont avec des contrats très courts. Donc généralement, ils arrivent quand même à préserver un peu
leur trésorerie. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas vraiment très significatif, la trésorerie, pour les agences d'intérim, parce que c'est particulier, si vous voulez. Ils ne peuvent pas se payer dans la face des charges incompressibles. Ils peuvent jouer là-dessus, ils peuvent réduire leur voilure assez facilement. Bon, ils ne peuvent pas faire des miracles non plus, mais bon. Donc vous voyez, et là vous avez prévision d'activité, ce chiffre-là, sur les agences d'intérim, ben, ça veut dire que là, le chômage, il va vraiment beaucoup augmenter, quoi. Je veux dire, clairement. Vous voyez, le petit chiffre, là, le petit -4, je vérifie que vous voyez. Ouais. Le petit -4 que vous voyez ici, là, à la page 13 du document, là, il faut tout parcourir, il est là. En fait, ce petit chiffre, là, il vous dit il va y avoir encore plus de chômage le mois prochain. Information et communication. Je pensais qu'avec les élections, en fait, et l'édition, je pensais qu'il y aurait plus de... Ça aurait redonné un peu de... Mais non. Activité, bah, ça tombe, hein. Non, mais c'est ce que je vous avais dit en introduction, hein, c'est Halloween, hein. C'est Halloween 5 mois avant, quoi. Tendance prix, bah, ça baisse. Tendance effectif, ça baisse aussi. Voilà. Je veux dire, pareil, hein. Toujours le même repère, hein, début 2024, hein. Donc, les histoires de croissance et tout, les histoires de croissance pour, euh, pour l'année 2024, c'est vraiment une grosse fable, hein. Quand on voit ça, c'est juste pas possible. La croissance en 2024, mais si elle est positive, je pense qu'on aura de la chance, quoi. Édition, bon, les livres, voilà, édition. Tendance des prix, ça monte un peu, effectif, mais bon, c'est quand même à des bons niveaux. Bon, ça représente que 4% malheureusement. Activité informatique et services d'information. Donc ça, c'est le nerf de la guerre des entreprises, hein. Activité informatique et services d'information, c'est c'est le nerf de la guerre, c'est même le système nerveux des entreprises. Donc vous comprenez que ça ne peut pas aller mal. Et si ça va mal, c'est que ça va très mal. Eh bien, ça va encore pire que ça. Donc tendance, la moyenne, bon, on voit en fait que l'activité là, depuis, ouais, depuis on va dire, bon, allez, mi-2023, ça veut dire depuis un an, l'activité elle est en chute, hein. Le solde d'opinion, il est de plus en plus pessimiste. La tendance des prix, bah, pareil, elle baisse, hein. Dans ce secteur, ça veut dire que quand on pense à faire des baisses, bah, c'est que c'est pas bon signe, hein. Tendance effective, là aussi, pareil, hein. Depuis un an, en fait, eh ben, ça part de plus en plus mal. Et bon. Alors, dans les services d'information, pareil, hein, c'est un peu l'idée que je donnais tout à l'heure. Quand vous êtes dans une situation de crise extrêmement grave, les gens qui sont dans l'informatique, eh ben, ils peuvent toujours se recycler à faire des petits boulots qui leur permettent de, voilà. Mais c'est pour ça, pour ce qui concerne l'informatique, je veux dire, vous avez des solutions. Les entreprises, par exemple, vous avez Linux qui vous évite de payer des licences à tire-larigot pour tout un tas de logiciels qui peuvent être utilisés gratuitement. Vous pouvez avoir aussi Linux qui vous permet d'utiliser, d'avoir à moins investir dans des ordinateurs parce qu'en fait, ça va consommer beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de composants que Windows, qui est une vraie folie, que vous avez besoin de ressources humaines, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Alors, activité, voilà. Prévision d'activité, quand même 7. Bon, donc a priori, il y aurait du mieux. La trésorerie, par contre, c'est un peu comme les boîtes d'intérim. Bon, dans le service informatique, il y a quand même des gens qui sont salariés, hein. Donc, contrairement aux agences d'intérim. Mais ils peuvent quand même se débrouiller un peu voilà, au niveau
ils peuvent réguler un peu quand même, disons, la sortie de trésorerie. Mais bon, c'est pas si évident. C'est pour ça qu'il y a une baisse des effectifs, des prix. La- Leurs clients, bah, ils ont de moins en moins de clients. Euh, sur des entreprises comme ça, je veux dire les activités informatiques et de services informatiques, euh, une des solutions, c'est d'aller à l'étranger. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur d'essayer de vendre du service à l'étranger. Mais par contre, enfin, je veux dire, quand moi j'ai été déjà donc chef d'entreprise à l'étranger et j'ai toujours essayé de faire bosser les entreprises françaises. Le problème, c'est quand vous leur téléphonez, il n'y a personne, ils sont je sais pas quoi, machin. Il faut téléphoner, envoyer des mails, renvoyer des mails, retéléphoner, les supplier pratiquement qu'ils nous vendent leurs produits ou faire quelque chose. Je veux dire, ça c'est pas possible. Ça c'est possible dans une économie qui est abreuvée, inondée de liquidités par la dette, mais quand vous êtes en période de crise, faut être un peu plus sérieux que ça, quoi. Alors, activité récréative, service à la personne, activité des ménages en tant qu'employeur, machin, etc. Évolution de l'activité, tendance, voilà, bon, ouais, ça baisse aussi. Prévision d'activité, -4. Voilà. Le bâtiment. Je vais dire, on a gardé le meilleur pour la fin, mais là, le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va, mais le bâtiment, il va pas. Alors, on voit l'activité, c'est, il y a eu un mieux après mai. Le prix des devis, par contre, voilà, il est en train de forer des nouvelles profondeurs. Les effectifs, c'est pas génial non plus. Pareil, hein, c'est même période de temps en fait, hein, je veux dire, bon, je carnet de commandes, pareil. Je veux dire, depuis début 2024, la crise, elle est installée, elle est 22 et on est en train de franchir une nouvelle étape depuis 6 mois. Je veux dire, c'est pas possible de pas se rendre compte de ça. Euh, voilà, à un moment donné, voilà, qui, bon, bref, carnet, situation. Bon, j'imagine que c'est les carnets de commandes, hein. Donc, on voit bien dans la construction, je veux dire, ça, là, c'est pire que dramatique, hein. Ces carnets de commandes, ils ont vraiment. Puis ça fait longtemps, quoi. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire que début 2022, ça commence à tomber, ça tombe tout 2023. 2024, 6 mois, donc ça fait maintenant 2 ans et demi en fait que ça coule. 2 ans et demi. 2 ans et demi, je suis pas persuadé que dans la construction, ils aient vécu ça déjà depuis très très longtemps. À mon avis, je suis pas persuadé. Peut-être la crise des années 70, c'était comme ça, peut-être. Mais je pense pas, même pas qu'avant, ils aient déjà subi une telle catastrophe. Donc, je veux dire, si ça explique pas la dissolution sous prétexte des élections européennes, franchement, je veux dire, les journalistes, faut qu'ils arrêtent, faut qu'ils aillent faire autre chose, quoi. Je veux dire, par contre, en temps de crise, journalistes. Évolution des prix, des devis et des effectifs. Ça peut faire quoi en temps de crise, un journaliste? Je sais pas. Donc, tendance des prix. Alors, des prix, bah ouais, ça tombe, hein. De toute façon, ils sont bien obligés de vendre, peut-être pour faire plutôt du service. Les effectifs, bon, ça tombe pas autant que les carnets de commandes. Mais c'est probablement parce qu'il y a toujours eu un peu de tension dans les effectifs dans le domaine de la construction. Donc, voilà quoi. Mais clairement, quoi, quand on voit les chiffres, ça. Non, c'est pour ça. Je veux dire, on peut pas. Si vous voulez, il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt. Là, on est sur la partie haute du taux d'intérêt. Tant que
les taux d'intérêt vont être à ce niveau-là, ou même, ou même 2,5% en moins, ou même 0,50% en moins, hein. Euh, Tant que les taux d'intérêt se maintiennent, disons, au-delà de 3%, là, ça va continuer à aller vers le bas, hein. Et puis, ça sera partout, dans tous les secteurs d'activité pareil, hein, partout. Donc, on voit, oui, effectivement, le gros œuvre, c'est toute la grosse construction, donc c'est vraiment le truc. D'ailleurs, quand on voit le carnet de commandes ici, hein, et qui, à mon avis, est principalement dû aux grosses œuvres, activités, carnet de commandes, -21. Parce qu'en fait, second œuvre, ils peuvent se permettre de faire du rafistolage, de la réparation, etc. Donc ça encore ça va. Mais ici, là, quand vous voyez ça, hein, et que vous voyez que finalement, au niveau politique, il n'y a pas trop de décisions sur le sujet, que ça traîne, que c'est les élections, qu'il y a formé une majorité, qu'il y a formé un gouvernement, machin. Et ça veut dire, il n'y a toujours pas de prise de décision de construire. Donc ça veut dire que les carnets de commandes, ils sont toujours aussi vides. Et entre le moment où vous allez prendre la décision de construire et le moment où il va y avoir le carnet de commandes ici, mais il va s'écouler encore peut-être au moins un an. Parce que il faut la décision, il faut les études d'impact, machin, il faut que l'architecte il fasse le design, il faut que le design de l'architecte soit approuvé, il faut mettre en place tout le projet, ça ne se fait pas en 3 minutes, il faut au moins un an encore pour faire ça. Donc ça veut dire que euh, la courbe, elle va se poursuivre comme ça encore pendant un an après des prises de décision éventuelles qui seraient faites au niveau politique. Donc vous imaginez un peu le résultat. La fin 2025, elle va être extrêmement difficile, hein. Je ne sais pas qui sera en charge au gouvernement, mais ils vont probablement pas passer des nuits complètes toutes les nuits, hein. Ils vont avoir des nuits blanches parce que la situation, elle va vraiment pas être bonne, quoi. Je veux dire, clairement, quoi. Moi, je trouve ça pas normal, hein. Je trouve ça vraiment pas normal du tout dans une démocratie qu'il n'y ait pas une recherche de responsabilité sur la situation telle qu'elle est actuellement, quoi. Je veux dire, il y a eu une dette pas possible. Le problème de la dette, c'est pas tellement que ça a créé cette situation. Le problème de la dette, c'est que maintenant, on ne peut plus euh, ou difficilement aider les entreprises qui sont dans les problèmes. Avant, il y avait toujours les euros qui arrivaient qui ramenait de l'argent et qui faisait que la situation économique était à peu près sauvée. Mais là, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a déjà les agences de notation qui commencent à faire les gros yeux. Il y a déjà l'Europe et tout ça. Les autres pays qui, eux, ont fait des efforts, ils ne sont pas tout à fait d'accord, machin. Donc, à un moment donné, il y aura un choix à faire. C'est soit vous sauvez les entreprises et l'emploi et tout ça tant que faire se peut, euh, mais ça veut dire à ce moment-là que comme vous ne pouvez pas trouver l'argent à l'extérieur, il faudra le trouver à l'intérieur. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Ou alors, à ce moment-là, si vous ne voulez pas toucher à l'argent à l'intérieur, eh bien, ça veut dire les entreprises vont fermer, les gens vont être au chômage, le tissu économique va s'écrouler, il va falloir des années avant de remonter. Non, la situation est vraiment pas bonne, hein. Prévision d'activité, -3. Bah, tu m'étonnes, -3, ouais. Bah oui, -3. C'est pas... Donc, en tout cas, quelque chose doit être fait, quoi. Je veux dire, parce que là, c'est vraiment pas... Et le problème, c'est que moi, je comprends pas ça. Je veux dire, ça fait depuis début 2022 qu'on est dans cette situation-là, et il n'y a rien qui a été fait depuis. Je veux dire, on dit où tout va bien, il y a de la croissance, on va avoir 1%, on va avoir machin, on va avoir truc. Ah tiens, on découvre 10 milliards qu'il faut de dette. Ah là, on découvre 20 milliards. C'est hallucinant, quoi. Je veux dire,
c'est vraiment, c'est vraiment hallucinant. Donc voilà la revue de juin. Donc moi je pense que l'idée, c'est il faut voir les choses en face. Il faut voir les choses en face. Ça veut dire il faut nécessairement que vous ayez une stratégie, soit vous êtes chômeur, vous avez un emploi précaire, etc. Donc essayez d'imaginer ce que vous pouvez faire comme petit boulot, etc. Les sites web, les trucs comme ça, c'est pas nécessairement une bonne idée parce que si vous voulez pour ça, il faut avoir des clients. En cas de crise, vous le voyez bien ici par exemple, hein. Je veux dire, vous êtes auto-entrepreneur, tout ça, où c'était? Information et communication, voilà. Donc, mettez-vous à la place de votre client en cas de crise. Mettez-vous à la place de votre client. Le gars, il va nécessairement vouloir à tout prix conserver sa trésorerie. Il ne pourra pas se payer un site web. Donc, si vous êtes spécialisé dans la mise en place de sites web, ça ne va pas le faire parce que vous aurez plus de clients. Donc, vous avez le choix entre deux solutions. Les sites web, ça se fait sur Internet. Donc, éventuellement, vous pouvez peut-être baisser un peu vos prix et travailler pour l'étranger, pour des clients étrangers, un peu répartis à droite à gauche, de manière à limiter un peu le risque. Soit essayer de vous adapter en fonction de vos compétences, éventuellement sur des possibilités de travail qui vous permettent de sauver ce qui peut l'être. Si vous êtes salarié, bah, c'est un peu la même démarche, quoi. Essayez de voir un peu le type de boulot que vous pourriez faire en autonome. Il faut comprendre aussi une chose, hein, je veux dire, regardez ce qui s'est passé en Grèce. À l'époque, les indemnités de retraite, de chômage, etc., on avait vraiment pris un coup. Donc, si vous voulez, il ne faut pas vous dire, je vais être au chômage, je vais rester 1 an ou 2 ans et ça va se passer. Il est, si la situation est vraiment grave, euh, les indemnités de chômage, elles risquent de ne pas durer extrêmement longtemps, quels que soient les gens au pouvoir. C'est pas parce que vous aurez des gens dits de gauche que ça sera mieux avec eux, hein. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, l'argent c'est de l'argent et les mécanismes d'échange sont ce qu'ils sont, même dans des pays communistes. Il y a aussi des règles hein, dans les pays communistes, hein. Il y a de magie nulle part. Et donc, bah, même dans les pays communistes, ils sont obligés des fois de prendre des mesures difficiles, hein. Euh, voilà, même de mettre au chômage des gens dans des entreprises publiques, etc. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Donc, voilà, maintenant, si vous êtes donc on voit bien que si vous êtes entrepreneur, si vous avez une entreprise, la stratégie, vous avez deux stratégies possibles, hein. Soit faire du low cost, donc c'est ce qui s'est fait, auparavant dans les crises, hein. Bon, moi je trouve que c'est pas la bonne solution, mais bon voilà, des fois il n'y a probablement pas le choix. Donc faire du low cost, couper les coûts, euh, produire pas cher, vendre pas cher de manière à casser les prix pour pouvoir garder les clients, quoi. Et puis espérer que la crise se passe le plus rapidement possible. Soit vous avez l'extrême inverse, c'est-à-dire si vous avez la possibilité, par exemple, je sais pas, vous êtes meilleur artisan de France dans telle catégorie, ou vous êtes compagnon, machin, etc. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire au contraire de la très très haute qualité, et là vous pouvez essayer d'aller chercher des clients qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Voilà. Donc c'est des choses qui sont possibles. Euh, euh, bon, euh, la qualité, ça marche bien, mais il faut vraiment délivrer quelque chose de qualité, hein. Et, mais par contre, à partir du moment où vous arrivez à faire ça, tout l'intérêt, c'est que grâce au bouche à oreille, en fait, vous pouvez vraiment avoir une clientèle qui peut assez rapidement vous recommander
Donc voilà, alors évidemment, c'est pas un conseil qui peut être applicable par beaucoup de gens parce que par définition, bah, des riches, il n'y en a pas des masses, donc voilà. Mais ça reste, ça fait partie quand même des solutions qui sont possibles. Si vous voulez, dans une crise, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions dégradées par rapport au mode normal. Ça dure un certain temps. Et puis après, les choses redeviennent à peu près normales, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça remonte au bout de un an et demi, 2 ans, si le choc n'a pas été trop violent. euh, alors si c'est par exemple un choc financier, voilà, ça le fait. Par contre, si c'est un choc géopolitique, et je dois avouer que sur ce sujet-là, j'ai pas d'opinion pour l'instant, j'y ai pas réfléchi. Mais si c'est un choc géopolitique du style entre la Chine et Taïwan, là par contre, moi je trouve que ça risque de faire très mal. Surtout le pire, c'est on n'est pas préparé du tout, quoi. Je veux dire, il y a rien qui est prévu euh, au niveau, euh, au niveau informatique, composants électroniques, etc. Tout ce qu'on a, le jour où ça tombe en panne, c'est terminé, fin du game, hein. Donc, moi, je suis vraiment très surpris de voir à quel point d'impréparation on est sur ce sujet-là, quoi. Ça fait peur. Euh, et vous devez avoir peur. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à plus.